L'alternance tranquille, il était midi ce mercredi 17 mai lorsque François Mitterrand, l'homme qui a marqué de son empreinte les 14 années qui viennent de s'écouler, pour reprendre l'expression de Jacques Chirac, a donc passé le relais au président élu le 7 mai, qui a été quelques minutes plus tard officiellement investi de sa charge de 22e président de la République française, 5e président de la 5e République. Récit Michael Darmon, Javy-Tambert. Un petit signe de la main comme au soir de son élection, Jacques Chirac s'apprête à entrer dans ce qui va être sa demeure pour les 7 prochaines années. L'heure de la passation des pouvoirs est toute proche, l'arrivée du nouveau chef de l'État dans la cour de l'Élysée est saluée en fanfare. Il est maintenant un peu plus de 11 h. Pour la dernière fois, François Mitterrand accueille un visiteur à l'Élysée. Dans la salle des fêtes, l'ambiance est détendue. Dans un autre salon se déroule l'épisode le plus secret du cérémonial. François Mitterrand transmet entre autres à Jacques Chirac les codes de la force nucléaire française. L'entretien va durer 1 heure, plus longtemps que prévu. Midi, le nouveau locataire de l'Élysée raccompagne celui qui quitte les lieux après 14 ans. Prévenant, Jacques Chirac restera aux côtés de François Mitterrand jusqu'aux dernières marches de l'escalier. Les deux hommes échangent encore quelques propos, puis une ultime et chaleureuse poignée de main. Des gestes et des symboles, une page d'histoire est en train de se tourner. Les derniers égards du protocole réservé à son rang. Enfin, c'est le départ définitif du président sortant. Après la passation de pouvoir, c'est l'investiture proprement dite. Le nouveau chef de l'État se fait présenter le cordon de l'ordre de la Légion d'honneur. À ce moment précis, Jacques Chirac devient, selon la Constitution, le 22e président de la République. C'est à vous, Monsieur le Président de la République, qu'il incombe désormais d'assumer la plus haute charge de l'État. Je forme personnellement et au nom de tous les membres du Conseil constitutionnel des vœux très chaleureux et très sincères pour la réussite de votre mission. L'élection présidentielle n'a pas vu la victoire d'une France contre une autre, d'une idéologie contre une autre. Elle a vu la victoire d'une France qui veut se donner les moyens d'entrer forte et unie dans le 3e millénaire. Dans l'ordre protocolaire qui ignore les rivalités politiques présentes ou passées, le président a longuement salué ses invités qui étaient près de 1000 ce matin dans la salle des fêtes. À l'Élysée aujourd'hui, une nouvelle ère, celle de Jacques Chirac, a commencé. Dans quelques instants, vous pourrez entendre ou réentendre l'intégralité du premier discours présidentiel de Jacques Chirac. Je vous signale d'autre part que l'on attend dans les prochaines minutes, ou au moins dans la soirée, la nomination officielle d'Alain Juppé au poste de Premier ministre. Après cette cérémonie d'investiture, le nouveau président et Bernadette Chirac ont offert leur premier déjeuner officiel à l'Élysée en retenant à leur table, comme le veut la coutume, le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, accompagnés de leurs épouses. Vous avez été très nombreux à suivre en direct sur France 2 cette cérémonie de passation de pouvoir, mais un certain nombre de Parisiens ou de touristes ont préféré vivre cet événement sur les trottoirs de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Un reportage Daniel Wolfrom, Frédéric Delarue. Vous le mettez simplement au moment où il va venir. 9h30 ce matin, les fans de Jacques Chirac déjà à pied d'œuvre devant l'Élysée. Oui. Également de bonne heure, voici les premiers invités de cette cérémonie d'investiture. Vous avez vu que c'était là? Vous n'êtes pas français? Si, si. Enfin, vous connaissez Jean d'Ormesson, alors est-ce que vous ne faites pas? Le temps passe, la petite troupe des fidèles gagne en importance. C'est elle qui s'occupe de toute sa campagne, de toute sa presse, la fille de Claude Chirac.
Chirac. Soudain, avec l'arrivée des proches du président, la température monte d'un cran. Yves Degnaud. Non, pas Yves. François. Jean-François. Jean-François Degnaud. Ça, c'est, je sais pas qui. Ça, c'est une huile. Qui? Claude. Ah, le père alors? Non, le... Jean, il est mort, le père. Jox. Socialiste. Mais bon, faut pas huer pour ça. Je veux pas huer, mais je veux pas te le dire non plus. Non. Madame Chirac. L'attention est à son comble avec le défilé des plus hauts personnages de l'État, plus ou moins appréciés selon les cas. Chirac. Ah non, c'est pas lui. Ça serait une plus grosse voiture, lui. Ça serait une plus grosse voiture. Arrive enfin le moment tant désiré et tant attendu. Chez les aficionados du nouveau président, c'est le nirvana. Notre sauveur, notre libérateur. Enfin, ça y est, il est là. En 81, François Mitterrand avait remonté les Champs-Élysées avant le déjeuner, sous un ciel gris et en compagnie de son Premier ministre, Pierre Mauroy. 14 ans après, Jacques Chirac a lui aussi sacrifié à ce rite républicain, mais l'après-midi, sous le soleil et seul dans sa SM Citroën Maserati, encadré de 36 motards, précédé et suivi de 2 détachements de la garde républicaine à cheval. Reportage Marie-Pierre Farkas, Franck Arvois. Quatre heures après son investiture, Jacques Chirac quitte l'Élysée sous escorte d'apparat pour sa première sortie officielle. Les Parisiens vont découvrir en quelques séquences l'image de leur nouveau président. Solennel, à bord de la limousine décapotable du président Pompidou, il remonte les Champs-Élysées, avenue des Grandes Heures de la France. La garde républicaine à moto et à cheval encadre le cortège. 50 000 personnes se pressent derrière les barrières pour saisir un instant d'histoire, répondre d'un cri au salut du nouveau chef d'État. Distrait, Jacques Chirac a laissé le vent mettre sa veste en bataille. Philippe Séguin veille aux retouches. Novice, il n'a pas encore l'assurance que lui impose désormais sa fonction. Ému, il salue la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour la France, s'incline sur la tombe du souvenir. Simple, il n'appose que sa signature au livre d'or de l'Arc de Triomphe. Chaleureux, il accompagne d'un mot, d'un geste amical, d'un sourire, les poignées de main aux résistants. Spontané, il bouscule le protocole, surprend les services de sécurité et s'avance, main tendue vers la foule. Acte prémédité ou vieux réflexe de campagne, nul ne sait. Mais c'est au coin de l'avenue de Friedland et parmi ces badauds anonymes que Jacques Chirac a imposé, peut-être sans le vouloir, un style à sa nouvelle présidence. Beaucoup de monde, on l'a vu, pour saluer le nouveau président place de l'Étoile ou encore de chaque côté des Champs-Élysées. Réaction recueillie par Michel Fine et Valérie Astruc.
Pour être sûr d'apercevoir un morceau de leur président, ils ont attendu devant sa nouvelle demeure à la sortie du palais de l'Élysée. Ah, qu'il est beau, formidable. Cette militante du 1er arrondissement a décidé de doubler ses chances de voir la cérémonie. Du même coup, elle s'est improvisée commentatrice de télé. Il a un grand sourire. Et un petit mot pour chacun. Les mieux placés, en haut des Champs-Élysées, étaient là depuis 2 heures. Oui, ça y est. Voilà, oui. Ça y est, vous l'avez vu? Vous en pleurez presque. Ça fait 21 ans que j'attends ça. Pour Jacques Chirac, ce 17 mai a réellement été le jour le plus long. Le nouveau président s'est en effet levé très tôt pour accomplir un pèlerinage politique et symbolique à Colombey-les-Deux-Églises, où il est arrivé en hélicoptère à 7h30 du matin. Jacques Chirac s'est recueilli seul pendant une dizaine de minutes sur la tombe en grès ocre du général de Gaulle, dans le petit cimetière qui borde l'église, avant de déposer une gerbe tricolore en forme de croix de Lorraine, avec cette simple inscription « Le président de la République ». En prenant ses fonctions de président dans la salle des fêtes de l'Élysée à midi, Jacques Chirac s'est dit dépositaire d'une espérance. Je vous propose d'entendre ou de réentendre ce premier discours. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les Présidents, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, en ce jour où je prends la responsabilité d'assumer la plus haute charge de l'État, je me sens dépositaire d'une espérance. L'élection présidentielle n'a pas vu la victoire d'une France contre une autre, d'une idéologie contre une autre. Elle a vu la victoire d'une France qui veut se donner les moyens d'entrer forte et unie dans le 3e millénaire. Le 7 mai, le peuple français a exprimé sa volonté de changement. Je suis décidé à placer le septennat qui commence sous le signe de la dignité, de la simplicité, de la fidélité aux valeurs essentielles de notre République. Je n'aurai d'autre ambition que de rendre les Français plus unis, plus égaux, et la France plus allante, forte de son histoire et aussi de ses atouts. Je ferai tout pour qu'un État impartial, assumant pleinement ses missions de souveraineté et de solidarité, soit pour les citoyens le garant de leurs droits et le protecteur de leur liberté. Je ferai tout pour que notre démocratie soit affermie et mieux équilibrée par un juste partage des compétences entre l'exécutif et le législatif, ainsi que l'avait voulu le général de Gaulle, fondateur de la Ve République. Le président arbitrera, fixera les grandes orientations, assurera l'unité de la nation, préservera son indépendance. Le gouvernement conduira la politique de la nation, le Parlement fera la loi et contrôlera l'action gouvernementale. Telles sont les voies à suivre. Je veillerai à ce qu'une justice indépendante soit dotée des moyens supplémentaires nécessaires au bon accomplissement de sa tâche. Surtout,
J'engagerai toutes mes forces pour restaurer la cohésion de la France et renouer le pacte républicain entre les Français. L'emploi sera ma préoccupation de tous les instants. La campagne qui s'achève a permis à notre pays de se découvrir tel qu'il est, avec ses cicatrices, ses fractures, ses inégalités, ses exclus, mais aussi avec son ardeur, sa générosité, son désir de rêver et de faire du rêve une réalité. La France est un vieux pays, mais elle est aussi une nation jeune, enthousiaste, prête à libérer le meilleur d'elle-même pour peu qu'on lui montre l'horizon et non pas l'étroitesse de murs clos. Le président François Mitterrand a marqué de son empreinte les 14 ans qui viennent de s'écouler. Un nouveau septennat commence. Je voudrais qu'à l'issue de mon mandat, les Français constatent que le changement espéré a été réalisé. Je voudrais que, plus assurés de leur avenir personnel, tous nos compatriotes se sentent partie prenante d'un destin collectif. Je voudrais que ces années, lourdes d'enjeux, mais ouvertes à tous les possibles, les voient devenir plus confiants, plus solidaires, plus patriotes, et en même temps plus européens, car la force intérieure est toujours la source d'un élan vers l'extérieur. Avec l'aide des hommes et des femmes de bonne volonté, conformément à l'esprit et à la lettre de nos institutions, et aussi à l'idée que je me fais de ma mission, je serai auprès des Français garant du bien public, en charge des intérêts supérieurs de la France dans le monde et de l'universalité de son message. Vive la République et vive la France. Arlette Chabot, peut-on qualifier cette journée par deux mots, alternance tranquille? Oui, je crois que le passage des années Mitterrand aux années Chirac aura donné aux Français l'image de ce qu'est devenue la démocratie française, c'est-à-dire une démocratie apaisée, avec une passation des pouvoirs sereine, voire même souriante. Deux raisons sans doute. Le mandat du président de la République s'est terminé normalement, c'est-à-dire à la date prévue, et la passation des pouvoirs à l'inverse de 1981 ne s'est pas faite entre un vainqueur et un vaincu. Deuxième raison, eh bien c'est la pratique, c'est vrai, des alternances et de la cohabitation. Cela dit, en affirmant que son élection n'avait pas vu la victoire d'une idéologie contre une autre, Jacques Chirac a en quelque sorte pris le contre-pied de François Mitterrand, qui lors de sa première déclaration, le 21 mai 81, avait certes parlé de rassemblement, mais s'était félicité de voir pour la première fois la majorité sociale s'identifier à la majorité politique. Alors François Mitterrand avait aussi parlé de rassemblement en 81, mais c'est vrai qu'on avait un peu oublié dans ce message. Et Jacques Chirac, lui, a voulu en tout cas effacer tout propos partisan. Alors l'essentiel du message du nouveau président de la République, eh bien c'est qu'on retrouve tous les grands thèmes, les idées forces du candidat Chirac remises en perspective par le président Chirac. Alors il y a les grandes orientations, un objectif immédiat et une ambition pour le septennat. Les grandes orientations, le cadre, c'est l'État impartial, la réaffirmation de la séparation des pouvoirs. Le président préside, le gouvernement conduit la politique de la nation et le Parlement contrôle l'action de ce gouvernement. Affirmation aussi, on l'a entendu, d'une justice indépendante et de l'engagement européen de la France. L'objectif immédiat, c'est l'emploi, préoccupation de tous les instants, dit Jacques Chirac, une préoccupation qui devrait avoir une traduction évidente dans le découpage et l'intitulé des ministères du futur gouvernement. Enfin, l'ambition pour le septennat, eh bien, c'est la réalisation du changement. Alors maintenant, Jacques Chirac va devoir construire, définir l'image, le style de sa présidence. Il se veut président arbitre,
garant du bien public, pratiquant la simplicité, peut-être un président plus proche des Français, ça correspond d'ailleurs assez au tempérament de Jacques Chirac, et puis maintenant aussi Alain Juppé, Premier ministre, de réaliser ces orientations du président et surtout de réussir la lutte contre le chômage avec des résultats significatifs. Alors évidemment, aujourd'hui, on peut dire qu'une page d'histoire a été tournée et que tout est prêt ce soir pour qu'une autre commence. Merci. Premier souci sérieux pour le pouvoir, le franc a été chahuté sur les marchés financiers cet après-midi. Il a chuté face au Deutsche Mark et il a terminé la séance à 3,54 francs. Ces attaques contre le franc interviennent à la veille de la rencontre entre le chancelier Kohl et le président Chirac à Strasbourg. En effet, les marchés bruissent de rumeurs sur une modification du système monétaire européen. Rumeurs démenties par l'Élysée en début de soirée. Absurde et sans fondement, selon le porte-parole de la présidence. Nous parlions tout à l'heure de l'éventualité de la nomination d'Alain Juppé au poste de Premier ministre. Tout de suite, pour avoir ou non confirmation, je propose de retrouver tout de suite en direct Jean-Michel Carpentier, qui est à l'Élysée. Oui, Bruno, on attend un communiqué de l'Élysée annonçant la nomination d'Alain Juppé comme Premier ministre d'un instant à l'autre. On nous dit d'ici 20h30, c'est-à-dire dans les 10 minutes qui viennent, Alain Juppé qui est venu tout à l'heure s'entretenir pendant 1 heure avec le président de la République, Jacques Chirac. Et puis, c'est le petit jeu des chaises musicales. Alors, est-ce que vous avez des informations sur la composition de ce premier gouvernement Juppé ? Oui, on commence à avoir des informations. On connaît les grandes lignes de ce gouvernement qui devra éviter de s'afficher comme un gouvernement RPR. C'est pour cela que des fonctions importantes seront réservées à des membres de l'UDF qui avaient rejoint Jacques Chirac dans sa campagne au moment où il n'était pas vraiment évident qu'il deviendrait président de la République. Ainsi, Alain Madelin prendrait en charge le ministère de l'économie et des finances à Bercy, Charles Millon la défense, Hervé de Charette le Quai d'Orsay. Bien sûr, je vous donne tous ces noms sous toute réserve de changement de dernière minute, mais on peut avancer encore les noms suivants. Jean-Louis Debré serait ministre de l'Intérieur ou plutôt de la Sécurité. Bernard Pons prendrait l'aménagement du territoire, les transports et l'équipement. Jacques Toubon, la justice. François Bayrou resterait à l'éducation nationale avec la formation professionnelle et les universités. Philippe Douste-Blazy passerait de la santé à la culture. Philippe Vasseur prendrait l'agriculture, Elisabeth Hubert la santé ou les affaires sociales, Colette Codaccioni la famille, Jean-Pierre Raffarin les entreprises, PME, PMI, Françoise de Panafio peut-être le tourisme, Jacques Godefrin la coopération, Yves Galland l'industrie et Roger Romani resterait aux relations avec le Parlement. On parle du patron du SAMU social de Nanterre, Xavier Emmanueli, à l'action humanitaire. Enfin, une incertitude porte sur le budget qui serait rattaché à Matignon. Alain Juppé préfère le RPR Jean-Jacques de Peretti, tandis qu'Alain Madelin pousse l'UDF François Daubert. Dans ce gouvernement, il y aurait une dizaine de femmes, ministres et secrétaires d'État. Outre celles que j'ai déjà citées, circulent les noms d'Anne-Marie Couder, députée RPR de Paris, Françoise Ostalier, députée UDF du Nord, ou encore Anne-Marie Hydrac ou Françoise de Vérinas. Voilà, cette liste est indicative. On en saura davantage demain après-midi, après le déjeuner que prendront ensemble Alain Juppé et Jacques Chirac, ici à l'Élysée, avant que le président ne se rende à Strasbourg pour rencontrer le chancelier Kohl. Merci Jean-Michel, nous serons très bientôt, peut-être demain, si vous êtes un bon pronostiqueur. Pour François Mitterrand, ce fut aussi une journée un peu particulière. Le président sortant, qui a passé 5110 jours à l'Élysée, a bravé le temps frais ce matin pour une ultime promenade dans les jardins du Palais, en compagnie, entre autres, de son médecin personnel. Promenade sans doute quelque peu nostalgique pour ce grand amoureux des arbres et de la nature. En tout cas, la nostalgie n'a pas duré longtemps, car moins d'une demi-heure après avoir quitté l'Élysée, François Mitterrand était accueilli au siège du PS, rue de Solferino, l'occasion pour le président sortant d'inviter ses amis socialistes à la reconquête, en affirmant que le PS était désormais le parti de l'alternance. Sur place, pour France 2, Guylaine Chenu, Patrick Voix. Retour aux sources pour le citoyen Mitterrand. Il vient de quitter l'Élysée. C'est à pied qu'il s'avance rue de Solferino, 14 ans après avoir quitté le Parti socialiste. À ses côtés, sa femme Danielle. Derrière lui, les anciens premiers ministres et premiers secrétaires, seuls absents excusés, Michel Rocard et Édith Cresson. Au moment où François Mitterrand franchit le porche, 21 coups de canon résonnent. Jacques Chirac est le nouveau président. Cette cérémonie d'adieu, c'est Henri Emmanueli qui l'a voulu. Les militants attendent depuis 9 h ce matin. La rose est de rigueur. On était là pour le premier jour quand en 81 M. Mitterrand est passé et on est là pour le dernier jour. C'est la dernière fois que je le vois. Je sais pas, c'est quand même un grand homme. Sa dernière visite à Solferino, c'était en 91 pour les 10 ans de son accession au pouvoir. Aujourd'hui, l'heure est à la nostalgie.
Au mur, son ancien emblème de président, le chêne et l'olivier, et pour commencer, un peu d'ironie. Je ne veux pas avoir l'air d'organiser une contre-manifestation. Moi, j'achève ma vie politique. Je ne suis pas venu ici pour la recommencer. Le message sera d'abord politique. Assis à la tribune, Henri Emmanuelli et Lionel Jospin. François Mitterrand soutiendra le premier dans son épreuve judiciaire qu'il estime injuste et félicitera le second pour sa campagne. Apparemment pas de successeur désigné, mais un passage de relais. Nous sommes redevenus, vous êtes redevenus, une force politique et sociale capable d'entraîner la France chaque fois qu'elle en sentira la nécessité pour plus de justice, pour plus de liberté, enfin pour la mise en place d'une certaine idée de la société qui nous est chère. Vous allez continuer après moi, vous avez commencé avec moi, ou bien vous avez rejoint le groupe de la troupe au cours de ces 30 dernières années. Je suis heureux de voir déjà beaucoup de visages plus jeunes. En novembre dernier, François Mitterrand avait déjà salué les amis socialistes au congrès de Liévin. Cette fois, ce sont des adieux au peuple de gauche. J'espère que, ici ou là, j'aurai le bonheur de vous rencontrer. Merci. François Mitterrand n'emportera pas le cadeau offert par les socialistes, une Twingo verte pour Latché. C'est sans regret ni amertume qu'il dit quitter ses fonctions de président. Un départ tranquille, salué une dernière fois par la foule. Voilà, l'actualité se bouscule un peu. Ce soir, nous retrouvons tout de suite Jean-Michel Carpentier en direct à l'Élysée. Oui, le service de presse de la présidence de la République vient de nous faire part d'un communiqué laconique que je vous lis. En application de l'article 8 de la Constitution, le président de la République a nommé M. Alain Juppé Premier ministre. C'est donc fait, c'est ce que nous vous annoncions. Le Premier ministre qui viendra donc demain déjeuner avec le président de la République à l'Élysée, probablement avant d'annoncer la composition du gouvernement en début d'après-midi. Après, le président de la République se rendra à Strasbourg pour rencontrer le chancelier Kohl. Merci Jean-Michel Carpentier pour cette annonce. Énarque et normalien, âgé de 49 ans, Alain Juppé a rencontré en 1976 Jacques Chirac, alors Premier ministre, qui était alors à la recherche d'une bonne plume, entre guillemets. Longtemps scribe du maire de Paris, Alain Juppé a très rapidement monté les échelons au sein du RPR, dont il est, je vous le rappelle, actuellement le président par intérim, et cela après avoir eu la charge du budget lors de la première cohabitation et celle des affaires étrangères sous le gouvernement Balladur. Récit Jean-Baptiste Prédali, Carole Comont. Au soir du 7 mai, Alain Juppé fête la victoire à la droite du nouveau président. Il sait déjà que dans quelques jours, il deviendra Premier ministre. La récompense de 19 années au service de Jacques Chirac ou l'histoire d'un parcours méthodique. Alain Juppé est né à Mont-de-Marsan il y a presque 50 ans. Des racines landaises, une famille d'agriculteurs, une enfance entre la maison natale et le lycée Victor Duruy. Des études brillantes et déjà l'image du fort Anthem. Après Mont-de-Marsan, ce sera à Paris, l'école normale supérieure, avant l'ENA, dont il sort 5e de la promotion Charles de Gaulle. Le jeune inspecteur des finances est aussi tenté par la politique. En 1976, c'est la rencontre décisive avec Jacques Chirac, alors Premier ministre. Alain Juppé devient vite indispensable, il rédige les discours, assiste à la création du RPR, puis se retrouve en charge des finances de l'Hôtel de Ville. Dans l'ombre de Jacques Chirac, son ascension est rapide, sa réputation déjà établie, celle d'un technocrate. Je ne crois pas que je sois technocrate et je ne crois pas que je l'ai jamais été, parce que ma formation n'est pas celle d'un technocrate. Avant d'être à l'ENA, j'ai fait Normal Sup, l'agrégation de lettres. Bon, je crois que ce qui a donné cette image, c'est plus mon côté landais. Et contrairement à ce qu'on croit souvent, les Landais, qui sont gens du sud, du sud-ouest, ne sont pas des gens très expansifs, parce qu'ils sont un peu secs, un peu longilignes. On m'a comparé un jour à un pain des Landes. On a cru me faire de la peine, ça m'a fait un très grand plaisir. Et c'est dans les Landes, justement, chez lui, à Mont-de-Marsan, qu'Alain Juppé, à la recherche d'une circonscription, mais surtout d'un mandat, se présente aux législatives de 1978. Malgré le soutien de quelques poids lourds, comme Jacques Chaban-Delmas, c'est un échec. Monsieur Chirac, dans la première intervention télévisée de la campagne officielle, vous avez proposé aux Françaises et aux Français le renouveau dans la sécurité.
En 1981, Alain Juppé participe en première ligne à la campagne présidentielle de Jacques Chirac. Il joue les intervieweurs à la télévision et s'affirme surtout comme l'un des hommes clés de la machine chiracienne. Il lui faudra pourtant attendre encore 2 ans pour décrocher son premier mandat. Candidat au municipal de 83 dans le 18e arrondissement de Paris, il bat le premier secrétaire du PS, Lionel Jospin. La consécration viendra en 1986 avec la première cohabitation. Alain Juppé devient ministre délégué chargé du budget. Un poste stratégique, une marque de confiance de Jacques Chirac. Un apprentissage ministériel pourtant difficile, sous la tutelle pesante d'Édouard Balladur. De cette période datent les premières heures entre les deux hommes. 1988, Jacques Chirac vient de perdre l'élection présidentielle. Le RPR est sous le choc. Le candidat battu retourne pourtant sur le terrain pour soutenir Alain Juppé, qui tente, lui, de retrouver son siège de député de Paris. Réélu, il partage son temps entre les finances de l'Hôtel de Ville, sa circonscription du 18e arrondissement de Paris, et le RPR, dont il devient le secrétaire général en juin 1988. Le RPR qu'il réorganise et qui connaît bientôt des divisions. À l'origine de la contestation, Charles Pasqua et Philippe Séguin. Ils visent directement le secrétaire général, mais aussi l'influence d'Édouard Balladur. En février 90, aux Assises du Bourget, les deux camps s'affrontent. La rivalité Séguin-Juppé apparaît publiquement, un épisode dont Jacques Chirac et Alain Juppé sortiront confortés. La fidélité n'est pourtant pas toujours payée de retour. Au régional de 92, Alain Juppé se porte candidat à la présidence de l'Île-de-France. Jacques Chirac intervient, le fauteuil lui échappe au profit de Michel Giraud, un souvenir cuisant. Mais Alain Juppé a déjà d'autres priorités. Tenir les horaires, voilà. L'unité du RPR vient encore d'être malmenée lors du référendum sur Maastricht, mais une échéance importante se profile déjà. Pas spécialement non plus, je vous avoue. Vous allez voter quand même. Comment Vous allez voter quand même. Même pas, non. Même pas? Non, mais je peux. Vous avez tort. La campagne pour les législatives de 93 lui permet d'affirmer son autorité à la tête du RPR et grâce à ses convictions européennes, de se poser en négociateur avec l'UDF. En mars 93, il décroche un grand ministère, les Affaires étrangères. Alain Juppé se trouve alors confronté aux crises internationales, en ex-Yougoslavie par exemple. Ministre reconnu et toujours secrétaire général du RPR, le voilà maintenant publiquement salué par Jacques Chirac. Je voudrais exprimer les sentiments que nous éprouvons tous à l'égard de celui qui est probablement le meilleur d'entre nous, notre secrétaire général Alain Juppé. Ministre du gouvernement Balladur, Alain Juppé annonce à Bordeaux en septembre 1994 qu'il soutiendra la candidature de Jacques Chirac, avec à ses côtés le rival de toujours, Philippe Séguin. Bordeaux, c'est aussi pour lui une nouvelle ambition, conquérir la mairie, succéder à Jacques Chaban-Delmas. Entre-temps, Alain Juppé est devenu président par intérim du RPR et depuis le premier tour de la présidentielle, s'est imposé peu à peu comme Premier ministrable. Libéral et européen, son profil rassure, et Jacques Chirac trouve cette fois le moyen de récompenser une si longue fidélité. Le technocrate distant doit maintenant gagner un autre pari, devenir populaire, et pas seulement parmi les militants du RPR. L'occasion que jamais de vous signaler l'apparition de cette excellente biographie du nouveau Premier ministre, Alain Juppé, ou La tentation du pouvoir, chez Jean-Claude Lattès. La biographie signée de deux excellents confrères, Isabelle Datte et Philippe Arouard, que vous connaissez bien. Philippe, bonsoir. La tentation du pouvoir, c'est un peu un clin d'œil, puisque Alain Juppé avait écrit un livre qui s'appelle La tentation de Venise. Oui, la tentation de Venise, c'est la tentation de tout laisser tomber. S'il devait trahir un jour ses idées, mais à mon avis, il ne les trahira pas et il continuera en politique, évidemment. Alors, cette nomination, c'est avant tout la récompense d'une vraie fidélité. Une vraie fidélité à Jacques Chirac, la récompense également d'un vrai travail au sein du RPR qu'il a pris en tant que secrétaire général en 1988, alors que le parti était déboussolé. C'était l'échec
de Jacques Chirac à la présidentielle, et puis aussi la récompense d'une révélation de M. Juppé comme ministre des Affaires étrangères. Tout le monde l'a dit. Douglas Hurd, son collègue anglais, dit Juppé is a star. Le Financial Times disait il y a 3 mois, disait que Juppé serait certainement le meilleur Premier ministre de la France d'aujourd'hui. Donc c'est tout ça qu'il a aujourd'hui en entrant à Matignon. Alors il paraît que ses amis à l'école normale supérieure ou à l'ENA l'appelaient Amstrad à cause de son fonctionnement un petit peu très froid comme un ordinateur. On l'a quelquefois surnommé de glaçon surdoué. Alors ce n'est pas un handicap quand on est homme politique. Non, normale supérieure, on l'a vu, l'ENA, Sciences Po, inspecteur des finances, agrégé de lettres classiques, il a tout ça. Mais lui, il en est fier. Il dit que il est le produit de la méritocratie républicaine et il trouve ça tout à fait normal. Mais c'est un homme qui s'est métamorphosé. C'est vrai qu'il a été un peu technocrate au départ et puis il est devenu politicien et puis il est devenu, au fil des ans, quelqu'un qui a eu de meilleures relations avec les gens. C'est un homme qui était, dans sa jeunesse, très solitaire. Il a eu une adolescence relativement sauvage. Il n'a pas beaucoup d'amis, ou en tout cas, il a des amis cachés. Mais il a été aussi maire adjoint du 18e arrondissement, qu'il va quitter pour Bordeaux. Et là, il a fait du travail sur le terrain. Donc, ce serait faux, je crois, de dire qu'il est très loin des préoccupations des gens. Je crois qu'il a connu à ce moment-là ce qu'était la préoccupation des gens dans un arrondissement qui est très difficile, avec beaucoup d'immigration et de délinquance, comme vous le savez. Dernière question, Philippe Arrouard. Alain Juppé a un caractère assez ombrageux, il est assez orgueilleux, assez fier. Alors est-ce que la bonne entente va durer longtemps avec Jacques Chirac, qu'on pourrait qualifier de son ami de 20 ans? Oui, mais je crois qu'entre eux, ils sont pudiques tous les deux, ils ne le disent pas, mais entre eux, il y a une véritable intimité depuis très longtemps. Il y a une chose très intéressante qu'on a vue tout à l'heure dans le reportage, c'est quand Alain Juppé interviewe Jacques Chirac au cours d'une campagne électorale. Alors tout le monde a dit à Jacques Chirac c'est un peu ridicule de se faire interviewer par son principal collaborateur et l'actuel président de la République a dit que voulez-vous, il me rassure. J'imagine qu'aujourd'hui encore Juppé doit rassurer le nouveau président. Merci Philippe Arrouard pour toutes ces précisions. Je rappelle donc l'information. Alain Juppé a été nommé il y a quelques instants Premier ministre du septennat de Jacques Chirac. Dans quelques instants, nous irons en Corrèze, l'ancien fief électoral de Jacques Chirac, où vous en doutez bien, c'est la joie. Par contre, c'est plutôt la nostalgie du côté de Château-Chinon, la ville dont François Mitterrand a été le maire durant tant et tant d'années. Reportage Carole Comon et Mathieu Nathan. Château-Chinon se laisse discrètement aller au vague à l'âme. Aucune manifestation particulière aujourd'hui pour marquer la fin du deuxième septennat de François Mitterrand. Une simple télévision dans un café du centre-ville pour suivre les cérémonies officielles, en silence et avec quand même un brin d'émotion. On ressent que c'est quelqu'un qu'on a connu à Château-Chinon, ça fait quelque chose au cœur de voir quitter l'Élysée, mais bon, c'est la démocratie, c'est normal. Hein. Pudeur et parfois même détachement dans les rues de la ville. Même si tout le monde a suivi ce matin le départ de l'Élysée de François Mitterrand. Moi j'ai regardé la télévision avant midi là, j'ai les larmes aux yeux. Ça m'a choqué. De toute façon on s'y attendait, hein. On le savait et puis bon, moi je pense qu'il a bien mérité de se reposer maintenant. Nostalgie aussi du côté de la mairie où tout rappelle le grand soir de 1981. Le maire, socialiste, mais corrézien natif de la commune de Chirac, souhaite bonne chance au nouveau président tout en regrettant la fin d'une époque. Évidemment, une page se tourne, c'est évident. On va retomber dans l'anonymat des petites villes. Alors que pendant 14 ans, François Mitterrand nous a projetés un peu au premier rang. Château-Chinon attend maintenant la prochaine visite de François Mitterrand. Il a promis de venir voter ici, comme d'habitude, pour les élections municipales dans 3 semaines. Une petite fête est déjà prévue en l'honneur de celui qu'on appellera toujours ici le président. Comme le veut la tradition républicaine, l'État a mis à la disposition de l'ancien président des locaux et un secrétariat dans le 7e arrondissement de Paris. Après 50 années de combats politiques, dont 14 à l'Élysée, François Mitterrand va retrouver la vie d'un citoyen presque ordinaire. Reportage Olivier Sioux, Philippe Deslandes. L'histoire retiendra peut-être que lorsque François Mitterrand quitta ses amis socialistes ce mercredi-là, il pleuvait des cordes, tout comme un certain soir de mai 81. Après une brève halte à son domicile rue de Bièvre, François Mitterrand est allé déjeuner en famille et dans la discrétion à quelques pas de là. Au menu, le couscous du président. Il est soulagé.
Maintenant, elle m'a dit maintenant que je vais me reposer, je vais essayer de me soigner. Et la vie, à moi la vie. Et à l'heure du dessert, François Mitterrand a invité quelques photographes à venir prendre le café. On lui a demandé à un moment donné, est-ce que vous avez donné un conseil ou est-ce que vous avez dit quelque chose de particulier à Jacques Chirac? Il a dit non, non, pas du tout. Puis si je lui avais dit quelque chose, je ne pense pas que je vous le dirais en souriant. Et puis quelques instants après, il a réfléchi, il a dit si. Je lui ai dit de faire attention à mes canards. Alors on était tous là à regarder, mais le canard enchaîné, non, non, non. Mes canards, les canards, il y a des canards à l'Élysée. Puis, comme souvent, il aime à le faire après déjeuner. C'est un citoyen presque ordinaire désormais, qui s'en est allé flâner sur les quais. Un citoyen ordinaire qui n'aspire, dit-il, qu'à une chose, retrouver la tranquillité de Monsieur Tout-le-Monde. Pour cela, je vais être obligé de vous semer. Bon, d'accord. Parce que autrement, je ne peux pas faire une promenade comme ça. Nous avons donc laissé Monsieur François Mitterrand, ancien président de la République, continuer sa balade au cœur de Paris. Mais c'était pour mieux le retrouver, quelques heures plus tard, prenant possession des nouveaux bureaux que la République met à la disposition de l'ancien chef de l'État. Et s'il est une région où l'on a suivi avec une attention et surtout une émotion particulière ces cérémonies d'investiture de Jacques Chirac, c'est bien évidemment la Corrèze, l'ancien fief électoral du nouveau président. Sur place pour France 2, Jérôme Catala. La joie et l'émotion. Quand Jacques Chirac s'installe au palais de l'Élysée ce matin, son vieil ami Raymond Fraisse ne peut retenir ses larmes. Raymond Fraisse, c'est lui qui a accueilli le jeune chargé de mission de Georges Pompidou, ici, à Ussel. C'était en 1966. Quelques amis qui sont autour de moi et qui l'ont connu les premiers temps, on a tout de suite vu que c'était quand même quelqu'un au-dessus de la moyenne. Mais c'est l'aboutissement de 30 ans de courage et de ténacité et de travail de M. Chirac. Émotion pour les fidèles des premiers jours, mais aussi à la permanence de celui qui fut pendant près de 30 ans le député de la circonscription d'Ussel. Bon, on se sent maintenant quand même un petit peu orphelin parce que on a été tellement habitué à le voir arpenter notre circonscription, nos rues, et régler, aider à résoudre les problèmes, que du jour au lendemain, comme ça, on se sent un peu tout seul. Au Café de l'Union, au cœur d'Ussel, ceux qui ne travaillent pas aujourd'hui suivent eux aussi à la télévision les cérémonies parisiennes. C'est vraiment merveilleux et puis vraiment nous sommes heureux et contents, mais quand même c'est dur, c'est pour lui sûrement une journée très éprouvante. J'ai toujours eu confiance, j'ai toujours eu la foi en lui et j'ai toujours su qu'il arriverait là où il est arrivé, c'est-à-dire au sommet. J'ai toujours su. Ici, le candidat Chirac avait obtenu au soir du 7 mai dernier plus de 65% des voix. C'est dire que les Ussellois ont l'impression de ne pas être pour rien dans son accession à l'Élysée. France 2 a consacré au total plus de 4 heures de direct ce matin et cet après-midi à l'ensemble de ces cérémonies. En ce mercredi, jour des enfants, nous avions invité une dizaine de jeunes écoliers et écolières à participer à cette émission et surtout à découvrir les coulisses du palais de l'Élysée. Comment perçoit-on une telle journée lorsque l'on a entre 8 et 11 ans? Réponse avec ce reportage de Maryse Burgot et Joseph Batchik. Ils sont élèves en CM2 à Compiègne et ce matin ils étaient à l'Élysée. 12 petits privilégiés invités par France 2 et qui ont tout vu de la cérémonie d'investiture. Des enfants d'abord frappés par le faste de ce qui reste pour eux un palais de roi. Pour accueillir Monsieur Chirac, il y avait un tapis rouge avec des petites barres en or sur chaque escalier. On est rentré dans une salle où on voyait un escalier et puis dans l'escalier on voyait un gros diamant cristal et c'était impressionnant. Si on vendait, il y aurait quoi acheter des appartements pour des chômeurs. Des enfants qui ont aujourd'hui une idée bien précise sur ce que Jacques Chirac et François Mitterrand se sont dit lors de leur entretien privé. Mitterrand, il a dû dire à Jacques Chirac, j'espère que vous ferez une France plus juste avec moins de chômeurs et j'espère que vous ferez ce que vous avez dit, la France à tous les... je suis le président de tous les Français. Et ils en sont convaincus, François Mitterrand a forcément été très aimable avec son successeur. Il lui a dit bonne chance pour sa place. Ils ont discuté de l'arme nucléaire sûrement. Qu'il en fasse bon usage si vraiment il faut s'en servir. Qu'elle était assez dangereuse, qu'il fallait s'en servir
dans les moments les plus difficiles, et qu'il était aussi content que Chirac le remplace, qu'il est président, parce que ça fait 20 ans qu'il rêvait d'être président. Ce soir, ils sont rentrés chez eux à Compiègne avec des images plein la tête et une idée un peu plus précise sur ce qu'est une démocratie. Et dans notre grande série, la nostalgie n'est plus ce qu'elle était, et comme les affaires sont les affaires, la firme Mercury, associée au Nouvel Observateur, vient de sortir une compilation intitulée Les années Mitterrand. Vous le voyez, 17 chansons et artistes, de Daniel Balavoine à Tonton David, en passant par Gainsbourg ou encore Alain Bachung. 2 tapis rouges étaient aujourd'hui sous les feux de l'actualité, pour reprendre le cliché usuel, celui du perron de l'Élysée, bien sûr, mais aussi celui recouvrant les 24 marches du Palais des Festivals de Cannes. Le 48e festival s'est ouvert il y a quelques minutes et nous retrouvons tout de suite en direct de la Croisette notre jeune première, Pascal Deschamps. Voilà, un festival qui s'est ouvert sans une goutte de pluie, et croyez-moi, ça tient du miracle, parce que ça faisait 48 heures que la Croisette avait les pieds dans l'eau, donc on peut dire que Gilles Jacob, le grand patron du festival, a dû prier très fort les dieux de la météo. Gilles Jacob qui dit d'ailleurs que pour réussir un bon festival de Cannes, eh bien il faut des vedettes pour le public qui s'est déplacé ici, et puis il faut de grands films. Donc on peut dire qu'aujourd'hui ça a plutôt bien commencé, comme on va le voir sur des images qu'on a tournées il y a quelques minutes. Aujourd'hui on montait les marches donc en premier Sophie Marceau, Andy McDowell, l'héroïne de 4 mariages et un enterrement, avec Diane Keaton, l'actrice fétiche de Woody Allen. Il y avait aussi Jean Reno, il y avait Vincent Lindon, Richard Anconina, et puis Jeanne Moreau, la présidente du jury qu'on voit ici avec ses jurés, dont Jean-Claude Brialy. Et puis bien sûr l'équipe du premier film en compétition. C'est un film français, c'est La Cité des Enfants Perdus de Caro et Jeunet. Alors Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet, on connaît leur nom puisqu'ils ont fait Délicatessen il y a quelques années. Ils ont attendu 4 ans pour faire leur second film, et pour en savoir un petit peu plus sur cette Cité des Enfants Perdus, eh bien on a rencontré cet après-midi avec Éric Mézy une partie de l'équipe du film ici à Cannes. Après 4 ans de silence et d'ombre, Jean-Pierre Jeunet sort au grand jour, traînant dans son sillage des créatures qui ne voient jamais la lumière. Après les troglodytes de Délicatessen, Cannes accueillera les enfants perdus d'une cité imaginaire où le soleil ne brille jamais. Je suis venu quand même plusieurs fois à Cannes en touriste. Je dormais à l'autre bout, très très loin, dans les petites chambres, et puis on faisait la queue pendant des heures pour voir des films. Puis maintenant, voilà, on le montre, c'est un peu un symbole quand même. De la Cité des Enfants Perdus, on peut dire comme un inventaire à la Prévert, un budget de 90 millions, une équipe de 400 personnes, 17 minutes de plan numérique, il n'y en avait que 8 dans Jurassic Park. On peut dire aussi qu'avec les moyens d'aujourd'hui, ils ont raconté un conte dont Perrault, Andersen ou Méliès n'auraient pas rougi, l'histoire universelle d'un vieil homme qui capture les enfants pour leur voler leurs rêves. Peut-être qu'on raconte que si on n'imagine pas, si on ne peut pas rêver, c'est-à-dire si on ne peut pas imaginer, si on n'a pas accès à l'imagination, on est condamné à mourir, parce qu'on est vieux, on devient vieux, on vieillit trop vite. Il y a des gens qui sont jeunes et qui sont déjà vieux. En plus, c'est des histoires tellement fortes qui font appel à nos peurs d'enfants, mais nos peurs délicieuses. Ces histoires qu'on nous racontait quand on était au lit et qui nous faisaient frémir sous la couette. Et ce genre de choses, chaque enfant les connaît très bien. On a tous peur du loup dans le placard. Et on parle un peu de ça dans le film. L'homme qui vieillit trop vite parce qu'il ne rêve plus, c'est lui, Daniel-Émile Forck, le comédien de dizaines de films, de téléfilms et de pièces de théâtre pour lequel Caro et Jeunet ont écrit le rôle. Je crois que je fais partie de leur rêve d'enfant, parce qu'ils m'avaient vu dans Chéri Bibi. Alors, 2 adultes qui se disent, il y a un homme qui a plus de 70 ans et qui va entrer dans notre script, on ne peut pas refuser. Silence! Légumes! Grâce au succès de Délicatessen, le nom de ses auteurs était si connu qu'Hollywood leur a proposé de réaliser La Famille Addams numéro 2. Ils ont refusé pour faire ce film qu'ils portaient depuis 14 ans. 14 ans pour que le rêve devienne réalité. Caro et Jeunet, eux, ne sont pas prêts de vieillir. Pascal Deschamps, quelle est la tonalité générale de ce 48e festival? Certains esprits chagrins regrettent une programmation peut-être un petit peu sombre, le reflet de ces temps de crise.
Exactement, je crois qu'on a dit beaucoup de choses sur cette sélection avant même que le festival commence. On a dit notamment côté français, bon c'est pas terrible, il n'y a pas Rappeneau et son Hussard sur le toit, il n'y a pas Maurice Pialat et Gérard Depardieu. Bon il n'y a pas Rappeneau, il n'y a pas Pialat, mais il y a Caro et Jeunet qui ont fait un film magnifique. On attend La haine de Mathieu Kassovitz et puis il y a le second film de Xavier Beauvois. On a dit aussi, effectivement, c'est une sélection un petit peu triste. Je crois que Jeanne Moreau a bien analysé la situation. Elle a dit, moi je suis très heureuse d'être présidente de ce jury parce que je vais pouvoir me rendre compte à travers les 24 films qu'on va voir de l'état du monde. Alors c'est vrai que ces 24 films sont des témoignages parfois un petit peu dérangeants sur l'état de ce monde. Il y a des films sur les jeunes et la banlieue, il y a un film sur le sida, il y a beaucoup de films sur les guerres du passé, les guerres d'aujourd'hui, la guerre en Yougoslavie. Donc ce sont des œuvres très fortes, parfois avec de l'espoir, en tout cas très émouvantes. Alors je crois qu'on l'a déjà dit, mais je le répète, il y a beaucoup de ces films qu'on va voir ici à Cannes qui vont sortir en même temps sur les écrans français, vendredi, mercredi prochain, également lundi. Donc je crois que le public devrait y aller et se faire une idée. Et puis aussi, pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce festival, eh bien je montre ces trois revues, 3 mensuels, un numéro de première, un numéro de studio et un numéro spécial du film français. Merci beaucoup Pascal Deschamps, bon festival. Vous l'avez dit, pour célébrer le centenaire du cinéma, le 48e Festival international du film de Cannes s'est donc doté d'une grande prêtresse de charme et surtout de renom, Jeanne Moreau, qui préside donc pour la 2e fois un festival auquel elle a toujours été très fidèle. Au machinier Nicole Cornu-Langlois et Didier Dahan avec l'aimable collaboration de Jean-Christophe Averti. Un mot pour dire Jeanne. Un qualificatif. Oui. Intègre. Être comédienne. C'est un voyage intérieur qui vaut tous les voyages extérieurs. C'est comme s'il y avait à l'intérieur de chacun de nous toute la mémoire du monde et cette mémoire nourrit aussi les autres. La vie des actrices, jusqu'à présent, a toujours été liée au fonctionnement de leurs hormones. C'est comme si à partir du moment où elles ne pouvaient plus avoir de bébé, elles ne pouvaient plus faire bander, ce qui est complètement ridicule. Enfin. Et après, c'est les rôles de mère. Qu'est-ce que ça fait une mère, une grand-mère? Pas grand-chose. Hein. On raconte sa vie et puis on prend une autre actrice pour jouer elle quand elle était jeune et qu'il lui arrivait des aventures. Mais enfin, le monde change. Le monde est beau si tu l'aimes. Chandelle, on part debout. Et brûle, on parlait debout. Chandelle, on part debout. Et brûle, on parlait debout. Vous avez bien dormi, Milady? Bien sûr que non. Jeunesse qui veille, vieillesse qui dort, toutes deux sont près de la mort. Mais vous n'êtes pas vieille. Vous êtes le tigre le plus gentil que j'ai connu. Allez, racontez-moi comment vous l'avez entrelardé, la petite poulette de l'hôtel. Mais je vous assure. Oh, je vous en prie. Pas de fausse pudeur. Des détails, mon petit Lambert. Surtout. Ça, c'est une femme un peu iconoclaste, parce qu'il y a aussi cette image. Il faut préserver l'image qu'on a de vous et de votre jeunesse, et d'accepter le temps qui passe, et d'en parler avec brutalité, et d'être cruel avec les autres, un peu cynique. Ça dérange, ça dérange. Certains veulent préserver la Catherine de Jules et Jim. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui dit au manjola. Peut-on aimer deux personnes à la fois? Peut-on aimer la même femme et rester amis? Peut-on se faire souffrir avec extrêmement de violence et pardonner? Peut-on tout d'un coup désirer le calme? Je pense que chez François Truffaut, à ce moment-là, il a réussi à réunir des éléments qui ont fait qu'il a pu exprimer quelque chose qui était peut-être confus en lui et qui, tout d'un coup, a donné naissance à ce film et qu'il a une pérennité. Est-ce que quelqu'un ici accepterait de me gratter le dos? Gratte-toi le ciel de grattera. Quoi? Gratte-toi le ciel de grattera. Tiens! Que fait l'histoire au fond des cœurs et comment battent ces cœurs d'hommes qui n'ont pas la moindre importance? Que font les fourmis de l'esprit? Et cette petite fourmi très ordinaire qui fait son travail habituel et qui appartient à une grande communauté, elle a l'air très ordinaire, mais elle participe à un ordre très spécial.
1975, elle est présidente du jury de Cannes pour la première fois. Moi, je pense que ce festival de Cannes est devenu un des festivals les plus importants au monde. Le cinéma, c'est l'école de la vie, ça se nourrit de tout, ça se nourrit de n'importe quel instant. Un beau cinéma, un beau film, et plein de vibrations qui viennent de partout. De la brutalité, de la violence et de la beauté, il faut tout connaître et puis choisir. Répondez au moins à cette question. Est-ce vous qui m'avez téléphoné 2 fois ce matin? Je ne sais pas. Mon écharpe. Je vous répondrai si vous attrapez mon écharpe. Je suis Julie Colère. C'est bon de ne plus avoir peur de déplaire. Oh oui, c'est fantastique, c'est une libération absolue. Parce qu'on n'a plus le trac, on a la fièvre, c'est très différent. Dans les cartes, les marlies et notre sang et nos souvenirs. Au fil de l'eau, comment voyez-vous votre vie? Ce long fleuve tranquille, il a des crues, il lui arrive des tas d'histoires, il est pollué, tout ça. Oui, ma vie est comme toute vie, hein. Il y a des hauts et des bas. Oui, on ne revient jamais en arrière, comme tous les fleuves. Ça fonce. Il y a eu des périodes étales aussi, des périodes de dépression, quand tout d'un coup... ouais, des assèchements. Non, j'ai rien raté, comme tout le monde. Mais notre âme, à notre âme, immortelle, fallait-elle pour finir. Voilà, Jeanne Moreau, donc présidente du jury du Festival de Cannes qui s'est ouvert ce soir. Fin de cette édition exceptionnelle avec une dernière nouvelle, une nouvelle sportive, une bonne nouvelle. L'équipe de France de handball a en effet gagné son pari grâce à sa victoire 28-18 sur la Suisse en quart de finale des championnats du monde. Les Français sont d'ores et déjà qualifiés pour les Jeux Olympiques d'Atlanta en 96. Dernier journal Philippe Lefebvre qui reviendra bien évidemment sur les cérémonies d'investiture de Jacques Chirac et sur l'information que nous vous donnions en cours de journal. La nomination à Matignon d'Alain Juppé. Tout de suite, nous retrouvons en direct de l'Élysée Jean-Michel Carpentier. Jean-Michel, est-ce qu'on a une idée plus précise du calendrier ? Oui, alors donc je vous rappelle qu'Alain Juppé a été nommé Premier ministre un peu avant 20h30. Ce soir et demain matin, il va s'occuper des derniers arbitrages pour composer son gouvernement, avant de revenir en fin de matinée à l'Élysée pour une réunion de travail avec Jacques Chirac. Puis il restera à déjeuner avec le président de la République. Il y aura l'annonce officielle de la composition du gouvernement d'Alain Juppé. Et après, Jacques Chirac se rendra à Strasbourg pour rencontrer le chancelier Kohl. Voilà, c'en est fini de cette journée très chargée à l'Élysée. Merci pour ces précisions. Bonne fête au Pascal. Pluie et vent au menu de la météo que vous présentera dans quelques instants Nathalie Riouet. Demain à 13h, vous retrouverez Daniel Bilalian et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Excellente soirée, merci. Je veux que vous veniez ici. Il faut vite renforcer les équipes. Bah ouais, je sais bien, mais il a pas arrêté de pleuvoir, alors... Je ne peux plus continuer les tests. Il me faut des réponses précises. Et des gens vraiment pointus pour avancer. On est bien d'accord. On accepte cette commande. Trouvez-moi une équipe qui s'intègre vite et puis confirmez le rendez-vous. Génial, mon remplacement s'est très très bien passé. Au fait, vous me feriez une belle mission pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, quand on pense travail temporaire, on dit forcément OK pour ECHO.
de parapluie à portée de main et on se procure une petite laine pour demain car les températures seront en très nette baisse. Cette fraîcheur sera accentuée par du vent qui va se renforcer. Que se passe-t-il? Nous avons actuellement une dépression qui se décale vers la mer du Nord. Avec elle, cette première perturbation qui est maintenant hors de nos frontières. À l'arrière, beaucoup d'humidité résiduelle, beaucoup d'instabilité, mais qui a été vite atténuée par l'arrivée de cette deuxième perturbation qui a déjà abordé l'ouest du pays. À partir de demain, elle va s'incliner dans un flux de sud-ouest et on va la retrouver dès le matin sur une bonne partie de la France sous la forme de pluies modérées poussées par des vents de secteur sud-ouest dont les rafales atteindront tout de même les 80 km/h à l'intérieur des terres, 80 à 100 km/h sur la façade atlantique. À l'arrière, le temps sera plus instable, plus frais, avec de fréquentes averses, de rares éclaircies, puisque le vent va tourner au nord, avant des secteurs nord à 50 km/h. Autour de la Méditerranée, quelques gouttes de pluie, un ciel très nuageux dans l'ensemble. Et puis en cours de journée, eh bien, les pluies vont faiblir du sud-ouest jusqu'au nord-est de la France, mais une tendance orageuse pourrait se développer sur les Alpes. Le vent aussi va faiblir avec des rafales à 60 km/h dans les terres. Autour de la Méditerranée, le ciel restera très gris. Et puis à l'arrière, c'est le début de l'amélioration, une amélioration qui sera de courte durée car vendredi, une nouvelle perturbation devrait traverser la France. De belles éclaircies vont donc revenir sur le nord-ouest, mais elles devraient être interrompues de temps à autre par quelques ondées. Côté température, je vous l'ai dit, en très nette baisse, surtout sur le nord, entre 6 et 11 degrés sur la moitié nord et de 11 à 15 degrés sur la moitié sud. Ça, c'est pour le lever du jour. En cours d'après-midi, les températures seront inférieures aux normales saisonnières, comprises entre 11 et 13 degrés au nord de la Loire et de 14 à 21 degrés sur la moitié sud. Il pleut sur les îles britanniques avec 11 degrés à Londres, il y a beaucoup de soleil, à Madrid avec 24 degrés et surtout à Tunis 32 degrés, 31 degrés à Alger. Soleil également sur l'Europe du Sud-Est avec 27 degrés à Athènes, 22 degrés à Rome, 21 degrés à Bucarest. Il pleut en revanche en Allemagne avec 15 degrés à Berlin. Voici l'éphéméride. Nous serons demain le jeudi 18 mai. Nous fêterons la Saint-Éric. Le soleil va se lever à 6h07 pour se coucher à 21h28. Très bonne soirée sur France 2. Je vous retrouve demain soir à 20h40 et demain matin à 7h-5. Vous avez rendez-vous avec Laurent Romeshko dans Télématin. Il sera en compagnie de William Lémergie. Merci, bonsoir et à demain. Darty, le contrat de confiance. Gel douche, il faut te protéger et t'hydrater. Le gel douche Sanex Dermoprotecteur protège et hydrate. Tu devrais l'essayer. Nouveau gel douche Sanex Dermoprotecteur. On n'a qu'une peau, Sanex la garde saine. Entre l'or et l'or doux, la seule chose qui varie, c'est la torréfaction. Pour l'or doux, c'est une torréfaction lente. Et pour l'or, une torréfaction intense. L'or de Maison du Café, torréfaction lente ou intense, sans doute le meilleur café du monde. Dans l'Alfa 146, il y a le meilleur de la technologie d'une voiture d'aujourd'hui. Mais vous trouverez ce qui n'existe que dans une Alfa Romeo. Les Italiens l'appellent Cuore Sportivo. Nouvelle Alfa 146, tempérament Alfa Romeo. Timothée est allé au plus profond de la terre afin de découvrir une solution vraiment innovante pour le soin des cheveux gras. Timothée à l'argile douce. Nouveau shampoing régulateur. Appliqué en massage profond, il rétablit l'équilibre naturel de votre cuir chevelu. Rincez et vous découvrirez une toute nouvelle sensation de propreté et de légèreté. Shampoing régulateur Timothée à l'argile douce et vous sentez vos cheveux plus propres et plus légers, plus longtemps. Paresse intestinale, Fucafibre. Plus de fibres et des fruits. C'est bon. Fucafibre facilite en douceur le transit intestinal. C'est un nouveau venu et il arrive bientôt chez vous. C'est le trèfle extra. Extra doux, extra moelleux. Regardez. Si tendre. Touchez-le. Vous n'avez jamais senti une telle douceur. Nouveau le trèfle extra, une douceur extra moelleuse.
ville, c'est le mouvement. Sans la RATP, qu'est-ce qui ferait avancer la ville? RATP, la meilleure façon d'avancer. L'Espagne, une passion, la vie. Dites, vous avez vu le retard qu'on a pris? Il faut vite renforcer les équipes. Bah ouais, je sais bien, mais il a pas arrêté de pleuvoir, alors... Je ne peux plus continuer les tests. Il me faut des réponses précises. Et des gens vraiment pointus pour avancer. On est bien d'accord. On accepte cette commande. Trouvez-moi une équipe qui s'intègre vite et puis confirmez le rendez-vous. Génial, mon remplacement s'est très très bien passé. Au fait, vous me prévoyez une belle mission pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, quand on pense travail temporaire, on dit forcément OK pour ECHO. J'ai des clients à Lyon, à Francfort, à Barcelone. J'ai un inventaire à faire à Bruxelles, une production au Portugal, un prospect à Milan. Mon associé est en Californie. Vous pensez que je suis complètement déboussolé? Au fait, où suis-je? Je suis au centre de tout. L'important n'est pas ce que l'ordinateur peut faire, mais ce que vous pouvez en faire. Ne laissez jamais traîner votre nouveau cœur croisé. Joli. Parce que si Cœur Croisé a toujours su mettre naturellement vos formes en valeur et maintenir délicatement vos seins, aujourd'hui, il est en plus élégant et léger. Tu sais où est mon nouveau cœur croisé? C'était un cœur croisé? Irrésistible. Playtex, la beauté des formes. Avec la carte France Télécom, appelez partout en France, à partir de n'importe quel téléphone privé ou de n'importe quelle cabine publique. Téléphonez depuis 50 pays sans aucun problème de langue, ni de monnaie. Avec la carte France Télécom, vos communications sont directement reportées sur votre facture téléphonique. Carte France Télécom. Tous les téléphones deviennent un peu le vôtre. Le film Lumière d'aujourd'hui s'intéresse au tsar sur les marches du palais. C'est le numéro 300, les souverains et les invités se rendant au sacre. Le film montre la descente de l'escalier rouge du Kremlin par le tsar Nicolas II, accompagné de la tsarine Alexandra Fedorovna, le jour de son sacre, le 26 mai 1896. C'est le matin et il quitte le palais pour se rendre à l'église de l'Assomption où aura lieu le couronnement. La cérémonie se déroulera à l'identique et dans le même décor que celle du couronnement du père de Nicolas II, Alexandre III, 13 ans auparavant. Ce fut le premier événement d'importance dont la maison Lumière décida la couverture. Madame, Monsieur, bonsoir. La politique domine l'actualité de ce mercredi. C'est demain à 10h30 qu'aura lieu la passation de pouvoir à l'hôtel Matignon. Alain Juppé, nommé Premier ministre par Jacques Chirac, succédera donc à Édouard Balladur. Son gouvernement devrait être connu dans l'après-midi. Avant de nous arrêter à la personnalité et au parcours du Premier ministre nommé ce soir, revenons sur une journée marquée à la fois par la sérénité apparente de l'alternance et le formalisme républicain. Par ordre d'entrée en scène, Jacques Chirac, 5e président de la Ve République, Isabelle Serroul. Une journée qui commence par quelques minutes de recueillement sur la tombe du général de Gaulle. Arrivé en hélicoptère à Colombey-les-Deux-Églises vers 7h30 du matin, Jacques Chirac a déposé une gerbe dans le cimetière, plaçant délibérément cette journée sous le signe du gaullisme. Puis les cérémonies officielles. À 11h, il entre à l'Élysée et François Mitterrand l'accueille sur le pont. La passation des pouvoirs est plus longue que prévu. Les deux hommes s'entretiennent pendant 1 heure. Et c'est visiblement très ému que Jacques Chirac raccompagne son prédécesseur jusqu'au pied des escaliers.
La poignée de main est longue, très longue. Et le nouveau président de la République attendra que le véhicule quitte la cour pour regagner le salon. Je forme personnellement, 5 dans la salle des fêtes de l'Élysée, et au Roland nom Dumas et les de 8 tous autres les membres membres du du Conseil Conseil constitutionnel, constitutionnel investissent alors des le vœux 22e très chaleureux président de notre histoire. et très 21 sincères coups de pour la canon réussite retentissent, de tirés votre des mission. Invalides. Dans le salon des ambassadeurs, Jacques Chirac reçoit alors le collier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, dont le président est le dépositaire. L'élection Et à midi et quart, présidentielle il prononce son premier discours de président. n'a pas vu la victoire d'une France contre une autre, d'une idéologie contre une autre. Elle a vu la victoire d'une France qui veut se donner les moyens d'entrer forte et unie dans le 3e millénaire. Puis il se rend sur la terrasse de l'Élysée pour la présentation du drapeau et passer en revue les troupes de la garde républicaine. Son premier message est pour l'armée, dans lequel il réaffirme la place de la dissuasion nucléaire comme socle de notre défense nationale. Le premier déjeuner à l'Élysée réunit autour des nouveaux maîtres des lieux les 2 présidents du Parlement, Philippe Séguin et René Monod. Et c'est sous un ciel bleu et ensoleillé que Jacques Chirac peut remonter les Champs-Élysées, debout dans sa SM Citroën Manhattan, saluant de 2 mains la France. Arrivé à l'Arc de Triomphe, il dépose une gerbe sur la tombe du soldat inconnu et ranime la flamme du souvenir. Puis il opte pour un de ces bains de foule improvisés qu'il affectionne avant de regagner le palais de l'Élysée. Dans son discours d'investiture, Jacques Chirac a donc insisté sur le pacte républicain, sur l'État impartial et sur sa priorité, la lutte contre le chômage. Ce qui donne à la une de notre confrère Le Monde ce dessin de Plantu, l'impétrant en demandant au président sortant et à son double de lui laisser le code, pas celui de l'arme nucléaire, mais celui de la bataille de l'emploi. François Mitterrand connaissait, lui, sa dernière journée de président en titre, entamée par une longue conversation, vous l'avez vu, avec Jacques Chirac. Elle s'est poursuivie chez les socialistes, sur les quais de Seine et dans les locaux mis à sa disposition par la République. Laurent Ribado-Dumas. Tôt ce matin, dernier pas nostalgique de François Mitterrand dans les jardins de l'Élysée, accompagné de son médecin personnel. Dernière promenade pour le président sortant, qui a passé 14 ans, soit 5100 jours à l'Élysée. 11 heures, il accueille le nouveau président Jacques Chirac. Poignée de main détendue entre les 2 hommes, il s'enferme alors pour un entretien sans témoin. C'est l'épisode le plus confidentiel de cette passation de pouvoir. François Mitterrand transmet à son successeur, entre autres secrets d'État, les codes de mise en action des forces nucléaires de la France. Midi, l'ancien président a quitté définitivement l'Élysée pour une visite au Parti socialiste rue de Solferino. Un retour aux sources 14 ans après. Il est acclamé par plusieurs centaines de personnes. La rose est de rigueur, souvenir fugitif d'un certain 10 mai 1981. Ces anciens premiers ministres sont là, ainsi que les ex-premiers secrétaires du PS. Seules absences remarquées, celles de Michel Rocard et d'Édith Cresson, qui se trouvent à l'étranger. François Mitterrand prend la parole une dernière fois et adresse un message d'espoir à ses amis politiques. Nous sommes redevenus, vous êtes redevenus, une force politique et sociale capable d'entraîner la France chaque fois qu'elle en sentira la nécessité pour plus de justice, pour plus de liberté, enfin pour la mise en place d'une certaine idée de la société qui nous est chère. Vous allez continuer après moi, vous avez commencé avec moi, ou bien vous avez rejoint le gros de la troupe au cours de ces 30 dernières années. Je suis heureux de voir déjà beaucoup de visages plus jeunes. Quand l'ancien président quitte la rue de Solferino, la pluie inonde le pavé parisien, comme un certain 10 mai 1981. François Mitterrand va alors déjeuner en famille dans un restaurant situé tout près de son domicile de la rue de Bièvre. Au menu, un couscous du président. Au dessert, l'ancien chef de l'État reçoit quelques photographes. On lui a demandé à un moment donné, est-ce que vous avez donné un conseil ou est-ce que vous avez dit quelque chose de particulier à Jacques Chirac? Il a dit non, non, pas du tout. Puis si je lui avais dit quelque chose, je ne pense pas que je vous le dirais en souriant. Et puis quelques instants après, il a réfléchi, il a dit si. Je lui ai dit de faire attention à mes canards. Alors on était tous là à regarder, mais le canard enchaîné, non, non, non.
mes canards, les canards, il y a des canards à l'Élysée. Après le déjeuner, l'ex-président va flâner sur les quais avant de prendre possession des bureaux que la République met à sa disposition. La retraite du citoyen presque ordinaire François Mitterrand commence. C'est sans surprise, Alain Juppé, 49 ans, a donc été nommé Premier ministre par Jacques Chirac. Il a passé mardi soir 1 heure à l'Élysée. Demain, il déjeunera également avec le président Chirac pour peaufiner la composition d'un gouvernement dont la nomination devrait être annoncée dans l'après-midi. Ce gouvernement devrait être composé de 25 membres, dont 10 femmes, ce qui serait un record sous la République. Alain Juppé, surnommé par ses collaborateurs Amstrad, du nom du fabricant d'ordinateurs. C'est une façon cocasse d'illustrer une capacité de travail et de synthèse déjà soulignée par maman Juppé quand son enfant était encore petit. Au-delà de l'anecdote, 2 mots pour qualifier l'homme: fidélité à un parti et surtout à Jacques Chirac, et ambition, de Bordeaux à Matignon en passant par le leadership du RPR. Pour le reste, portrait signé Jean-Baptiste Prédaly, Carole Comon. Au soir du 7 mai, Alain Juppé fête la victoire à la droite du nouveau président. Il sait déjà que dans quelques jours, il deviendra Premier ministre. La récompense de 19 années au service de Jacques Chirac ou l'histoire d'un parcours méthodique. Alain Juppé est né à Mont-de-Marsan il y a presque 50 ans. Des racines landaises, une famille d'agriculteurs, une enfance entre la maison natale et le lycée Victor Duruy. Des études brillantes et déjà l'image du fort Anthem. Après Mont-de-Marsan, ce sera à Paris, l'école normale supérieure, avant l'ENA, dont il sort 5e de la promotion Charles de Gaulle. Le jeune inspecteur des finances est aussi tenté par la politique. En 1976, c'est la rencontre décisive avec Jacques Chirac, alors Premier ministre. Alain Juppé devient vite indispensable, il rédige les discours, assiste à la création du RPR, puis se retrouve en charge des finances de l'Hôtel de Ville. Dans l'ombre de Jacques Chirac, son ascension est rapide, sa réputation déjà établie, celle d'un technocrate. Je ne crois pas que je sois technocrate et je ne crois pas que je l'ai jamais été, parce que ma formation n'est pas celle d'un technocrate. Avant d'être à l'ENA, j'ai fait Normal Sup, l'agrégation de lettres. Donc je crois que ce qui a donné cette image, c'est plus mon côté landais. Et contrairement à ce qu'on croit souvent, les Landais, qui sont gens du sud, du sud-ouest, ne sont pas des gens très expansifs, parce qu'ils sont un peu secs, un peu longilignes. On va comparer un jour à un pain des Landes. On a cru me faire de la peine, ça m'a fait un très grand plaisir. Et c'est dans les Landes, justement, chez lui, à Mont-de-Marsan, qu'Alain Juppé, à la recherche d'une circonscription, mais surtout d'un mandat, se présente aux législatives de 1978. Malgré le soutien de quelques poids lourds, comme Jacques Chaban-Delmas, c'est un échec. Monsieur Chirac, dans la première intervention télévisée de la campagne officielle, vous avez proposé aux Françaises et aux Français le renouveau dans la sécurité. En 1981, Alain Juppé participe en première ligne à la campagne présidentielle de Jacques Chirac. Il joue les intervieweurs à la télévision et s'affirme surtout comme l'un des hommes clés de la machine chiracienne. Il lui faudra pourtant attendre encore 2 ans pour décrocher son premier mandat. Candidat au municipal de 83 dans le 18e arrondissement de Paris, il bat le premier secrétaire du PS, Lionel Jospin. La consécration viendra en 1986 avec la première cohabitation. Alain Juppé devient ministre délégué chargé du budget. Un poste stratégique, une marque de confiance de Jacques Chirac. Un apprentissage ministériel pourtant difficile, sous la tutelle pesante d'Édouard Balladur. De cette période datent les premières heures entre les 2 hommes. 1988, Jacques Chirac vient de perdre l'élection présidentielle. Le RPR est sous le choc. Le candidat battu retourne pourtant sur le terrain pour soutenir Alain Juppé, qui tente, lui, de retrouver son siège de député de Paris. Réélu, il partage son temps entre les finances de l'Hôtel de Ville, sa circonscription du 18e arrondissement de Paris, et le RPR, dont il devient le secrétaire général en juin 1988. Le RPR qu'il réorganise et qui connaît bientôt des divisions. À l'origine de la contestation, Charles Pasqua et Philippe Séguin. Ils visent directement le secrétaire général, mais aussi l'influence d'Édouard Balladur. En février 90, aux assises du Bourget, les 2 camps s'affrontent. La rivalité Séguin-Juppé apparaît publiquement, un épisode dont Jacques Chirac et Alain Juppé sortiront confortés. La fidélité n'est pourtant pas toujours payée de retour.
Au régional de 92, Alain Juppé se porte candidat à la présidence de l'Île-de-France. Jacques Chirac intervient, le fauteuil lui échappe au profit de Michel Giraud. Un souvenir cuisant. Mais Alain Juppé a déjà d'autres priorités. Tenir les horaires, voilà. L'unité du RPR vient encore d'être malmenée lors du référendum sur Maastricht, mais une échéance importante se profile déjà. Vous êtes intéressé aux élections? Pas spécialement non plus, je vous avoue. Vous allez voter quand même? Comment? Vous allez voter quand même? Même pas, non. Même pas? Non, mais je connais, oui. Vous avez tort. La campagne pour les législatives de 93 lui permet d'affirmer son autorité à la tête du RPR et grâce à ses convictions européennes, de se poser en négociateur avec l'UDF. En mars 93, il décroche un grand ministère, les Affaires étrangères. Alain Juppé se trouve alors confronté aux crises internationales, en ex-Yougoslavie par exemple. Ministre reconnu et toujours secrétaire général du RPR, le voilà maintenant publiquement salué par Jacques Chirac. Je voudrais exprimer les sentiments que nous éprouvons tous à l'égard de celui qui est probablement le meilleur d'entre nous, notre secrétaire général Alain Juppé. Ministre du gouvernement Balladur, Alain Juppé annonce à Bordeaux en septembre 1994 qu'il soutiendra la candidature de Jacques Chirac, avec à ses côtés le rival de toujours, Philippe Séguin. Bordeaux, c'est aussi pour lui une nouvelle ambition, conquérir la mairie, succéder à Jacques Chaban-Delmas. Entre-temps, Alain Juppé est devenu président par intérim du RPR. Et depuis le premier tour de la présidentielle, s'est imposé peu à peu comme Premier ministre. Libéral et européen, son profil rassure, et Jacques Chirac trouve cette fois le moyen de récompenser une si longue fidélité. Le technocrate distant doit maintenant gagner un autre pari, devenir populaire, et pas seulement parmi les militants du RPR. Alain Juppé, donc de Mont-de-Marsan. François Privat, notre correspondant dans la région, a rencontré dans la soirée Robert Juppé, agriculteur retraité, qui juge son fils avec fierté et qui, somme toute, considère comme logique son ascension. Je suis très fier, très heureux, mais je m'y attendais un petit peu parce que mon fils a toujours été un fidèle du président de la République. Il a commencé sa campagne politique, sa carrière politique avec Chirac, et il a fait l'ascension avec Chirac. Il aurait refusé de participer au ministère de Balladur. Je crois que tout à l'heure, vous avez eu l'occasion de lui parler au téléphone. Hein? Oui, mais on a parlé très brièvement parce que d'abord il est fatigué, il a besoin de se reposer, et ensuite il m'a demandé si j'étais content, évidemment. Et alors? Alors je lui ai dit que j'étais très content et je l'ai félicité et je lui ai fait une grosse bise de la part de sa mère et de moi-même, voilà. Comment vous viviez son ascension qui a quand même demandé beaucoup de sacrifices? Voilà, mais quand il était jeune, contrairement à d'autres enfants, il ne fallait pas le pousser pour travailler. Au contraire, il fallait l'enlever pour qu'il prenne un petit peu de loisir, un petit peu de plaisir. Sinon, il aurait toujours été en train de travailler. Par contre, et maintenant c'est pareil, quand il se met à travailler, il faut presque le gronder, sa femme le gronde presque pour qu'il puisse sortir et prendre un peu de plaisir. Il a commencé par les affaires étrangères, c'était un poste assez sérieux et ça a été un des meilleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est pas pour me vanter, meilleur ministre des Affaires étrangères. C'est Mitterrand qui lui a dit. C'est le père de Juppé qui le dit. Hein. Invité de ce journal, Daniel Sibony. Daniel Sibony, vous êtes docteur en mathématiques, docteur en philosophie, psychanalyste, et vous publiez dans la collection Essais au Seuil un recueil de vos articles, ça s'appelle Événements, et vous avez sous-titré ça Psychopathologie du quotidien. Qu'est-ce que c'est qu'une psychopathologie du quotidien? On vous a demandé de venir pour que vous commentiez ce qu'on vient de voir sur l'actualité politique. Hein. Oui, bien que j'aurais pu un peu être le psy de service pour le quotidien de la télé, mais la psychopathologie du quotidien, ça veut dire les points où le quotidien vibre, grince, vit, exprime des choses qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas évidentes. Si vous voulez, c'est parti de l'idée que j'aime l'événement. L'événement, pour moi, c'est non seulement une bouffée d'air, mais c'est une secousse de l'être
qui promet d'infléchir les destins, de changer les destins. Et en ce sens, pour moi l'événement, c'est le point brûlant de la vie, c'est le point chaud. Alors aujourd'hui, vous avez été servi, je vous ai demandé de regarder la télévision avant de vous inviter. Quelles sont les réflexions que vous inspirent? Quelle est la face cachée de ce qu'on a vu là pendant 15 minutes? Mais, curieusement, elle est cachée, mais en même temps, elle est très visible. D'abord, c'est une passation de pouvoir, passation, en réalité, c'est la passation du temps qui passe. Hein. Il y a la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Le public par millions transfère là-dessus tout ce qui finit, tout ce qui commence. Des gens pleurent, des gens rient. C'est-à-dire qu'il y a d'abord quelque chose qui fait vibrer pour des foules immenses une dimension qui s'appelle l'espoir et qui est à la fois caché et visible. Est-ce que vous pensez que tout ce formalisme républicain, les honneurs, les poignées de main très longues, parce qu'il y a de nombreux photographes, est-ce que vous pensez que ça peut aujourd'hui donner du sens à des gens, à une société qu'on dit traditionnellement sans repère, enfin aujourd'hui en tout cas? Je crois que le lieu du pouvoir, avec formalisme ou faste ou autre chose, ça ne peut être qu'un relais d'événements, un relais pour l'espoir, un relais aussi pour l'incantation. C'est la dimension incantatoire de ce qu'on a vu qui me touche. C'est comme si on disait, mon Dieu, faites que nos destins soient aussi différents de ce qu'ils sont, que le nouveau président est différent de l'ancien. Oui, presque une prière pour dire, vous savez, l'espoir, c'est différent de l'attente. L'attente, on attend des choses. L'espoir, c'est une façon de dire qu'on aime l'avenir et qu'on est prêt à poser cet amour là où on peut. Et l'espoir, alors, pour le coup, j'allais dire, il est dans la République plus que dans un homme ou dans un autre. Oui, mais ça passe aussi par le corps des hommes. Vous savez, il est dans... La République, c'est une abstraction. Les gens espèrent, et c'est avec leur corps et à travers le corps de quelqu'un qui dit qu'il va changer, limite, à force de dire qu'on va changer, peut-être que ça va changer. On ne sait pas ce qui va changer, mais ça passe par le corps des... Daniel Stimoni, une dernière question. Quelle est l'image qui vous a le plus marqué aujourd'hui? Quelle est celle qui est le plus chargée? Dans ce que j'ai vu, c'est l'émotion du nouveau président quand il regarde le vieux partir. On a l'impression qu'il a plus le trac, il a plus d'émotion, d'investissement que finalement celui qui a accompli ce qu'il avait à accomplir. Et le nouveau est à la fois, je dirais, dans la jubilation et une certaine intimidation. Merci Daniel Stimoni. Votre livre s'appelle Événements, psychopathologie du quotidien, collection essai, c'est au Seuil. À l'étranger, la Bosnie, pour la deuxième journée consécutive, Sarajevo connaît de nouveaux combats. Les forces gouvernementales bosniaques cherchent à reprendre le contrôle de plusieurs collines entourant la ville et tenues par les Serbes. Les tirs ont fait une quinzaine de blessés, dont 2 casques bleus. En Algérie, les forces de sécurité algériennes affirment avoir tué 22 islamistes ces 3 derniers jours. Au Zaïre, l'épidémie de fièvre hémorragique fait une 87e victime. Des médecins zaïrois affirment par ailleurs que le virus Ebola semble se propager au-delà de l'hôpital de Kikwit. Dans la soirée a été libéré l'un des 3 colleurs d'affiches du Front National arrêté après le meurtre d'Ibrahim Ali, comorien de 19 ans, le 21 février dernier dans les quartiers nord de Marseille. Pierre Giglio, un ébéniste de 37 ans, n'aurait pas participé directement au meurtre. Selon son avocat, il a été mis en examen, je vous le rappelle, pour complicité d'homicide volontaire. Jean-Pierre Gilbert, 50 ans, président du syndicat des eaux de la Vienne, se suicide avec un fusil de chasse. Pas d'explication à ce geste, mais on remarque qu'une enquête de gendarmerie le mettait en cause pour sa gestion dans une affaire où 4 personnes ont été placées en garde à vue. Des pourparlers ont lieu ce soir entre la direction de France 3 et les syndicats pour aboutir à un arrangement sur le cas de Philippe Descamps, journaliste de France 3 Grenoble, mis en cause par sa hiérarchie pour certaines affirmations contenues dans son livre intitulé « Le système Carignon ». Dans la journée, une grève de solidarité avait perturbé les programmes de France 3. Société avec une volonté des autorités sanitaires de mettre fin, si l'on ose dire, à l'usage des anorexigènes, autrement dit des coupes-faim dont les Français sont gros consommateurs, notamment pendant la période qui précède les vacances. Désormais, seules les obésités majeures pourront être traitées de cette manière. Françoise David, Véronique Gallienne.
C'est aux États-Unis, on le sait, que l'on trouve le plus de personnes obèses, 25% de la population. Et c'est pourtant en France, qui compte 15% d'obèses, que l'on consomme le plus de coupe-faim. 4 millions de boîtes de ces médicaments destinés à diminuer l'appétit sont vendues chaque année, parfois seulement pour perdre quelques kilos superflus. Or, une toute récente étude vient de prouver une relation entre des cas d'hypertension artérielle pulmonaire, maladie souvent mortelle, et la consommation prolongée de ces produits. Actuellement, l'étude qui vient d'avoir lieu ne peut pas dire que tel ou tel malade est plus à risque. Donc actuellement, il vaut mieux être extrêmement prudent et ne pas prescrire ce type de médicaments ou les réserver à des cas où on a vraiment l'impression que manifestement le rapport bénéfice-risque sera largement bénéficiaire pour le patient. Et ces cas sont assez rares. On ne le prescrira plus désormais qu'à des patients présentant une surcharge pondérale très importante et qui souffrent souvent de troubles cardiovasculaires ou d'hypertension. En toute hypothèse, la prise de médicaments ne devra pas excéder 3 mois. Les pharmaciens, de leur côté, ne pourront plus fabriquer de préparations magistrales contenant des anorexigènes. Alors, si avant l'été, vous avez quelques kilos à perdre, ne comptez pas sur les produits miracles, mais mangez mieux. Mangez mieux. La bourse ce soir à New York, l'indice Dow Jones affichait une perte de 12,45 à 4422,60 dans la journée. À Paris, l'indice des 40 principales valeurs industrielles avait gagné 0,17%. Le franc a été chahuté sur les marchés financiers cet après-midi. Il a chuté face au Deutsche Mark et a terminé la séance à 3 francs 54. Les marchés bruissent, comme on dit, de rumeurs sur une modification du système monétaire européen. Rumeurs démenties par l'Elysée en début de soirée, absurdes et sans fondement, selon le porte-parole de la présidence. Sport, football, Parme remporte la coupe de l'UEFA en décrochant le nul 1-1 face à la Juventus de Turin lors de la finale retour qui a eu lieu à Milan. À l'aller, les Parmesans l'avaient emporté 1-0. En match en retard de la 29e journée du championnat de France de football, Paris Saint-Germain a battu Caen 2-0. PSG revient donc à 2 points de Lyon, qui a PSG à 63 points, Lyon 65 et 74 points pour les leaders nantais. Voilà pour être complet. Et dans le tournoi de tennis de Rome, Santoro, Muster et Bruguera se sont qualifiés pour les 8e de finale. Le Français a battu le Tchèque Dozedel 7-5, 6-7, 6-4. Sortie de secours pour terminer ce journal et pour voir l'actualité autrement, avec la publication chez Bruno Le Prince éditeur d'un livre qui s'appelle Pour mémoire, 1971-1995, l'un de ses nombreux livres écrits sur la fin d'un septennat. Les photos sont de Pascal Lebrun. François Mitterrand signe la préface de cet album de 300 photos inédites pour la plupart, qui illustrent les 25 dernières années du Parti socialiste. François Mitterrand écrit notamment « J'en retiens les silhouettes d'êtres qui ont peuplé ma vie et me sont chers. L'histoire dira ce qu'elle leur doit. Je sais ce qu'ils m'ont donné. » Le cinéma a 100 ans, le Festival de Cannes a commencé, hommage par la musique, 1895-1995, 100 ans de musique et de chansons de films, de Paris à Hollywood en passant par Berlin, édité par EPM Musique, travail de compilation signé par un érudit, notamment de jazz, Daniel Nevers. Le cinéma a 100 ans chez EPM Musique. Festival de Cannes, nous ne vous en avons pas parlé pour une raison très simple, c'est que désormais, et pendant toute la durée du festival, vous avez rendez-vous dans ce journal avec les envoyés spéciaux du service culture de France 2 sur la Croisette pour un magazine spécial Cannes qui s'appelle Signé Croisette. Ceci avant le cercle de minuit. Merci de nous avoir suivis. Demain, nous avons rendez-vous à minuit 30.
toutes et à tous. Et le temps restera très humide, venteux et un peu plus frais ce jeudi avec une perturbation qui va s'étendre du sud-ouest vers le nord-est de la France. Elle va perdre un peu de son activité et les vents devraient également faiblir. Le matin, elles atteindront les 80 km/h à l'intérieur des terres. L'après-midi, 60 km/h en rafale. Une évolution orageuse sur les Alpes. Autour de la Méditerranée, le ciel restera très nuageux. Quelques risques d'ondées. À l'arrière, c'est le retour d'un temps un peu plus ensoleillé, mais là encore, les averses vont menacer, notamment sur le nord-ouest du pays. Quant aux températures, elles seront en très légère baisse, puisqu'il y a de l'air un petit peu plus frais à l'arrière de cette perturbation. Au lever du jour, elles varieront entre 6 et 11 degrés sur la moitié nord et de 11 à 15 degrés sur la moitié sud. L'après-midi, le mercure affichera 11 à 13 degrés au nord de la Loire et 14 à 21 degrés sur la moitié sud. Ce sont des températures légèrement inférieures aux normales saisonnières. Il va pleuvoir sur les îles Britanniques, on relèvera 11 degrés à Londres, toujours beaucoup de soleil sur l'Espagne, également sur l'Afrique du Nord avec 32 degrés à Tunis, 31 degrés à Alger. Au sud-est, le ciel restera bien dégagé avec 27 degrés à Athènes, 22 degrés à Rome. En revanche, ce sont les pluies qui vont dominer à Berlin avec 15 degrés. Voici l'éphéméride. En ce jeudi 18 mai, nous fêtons la Saint-Éric. Le soleil va se lever à 6h07 pour se coucher à 21h28. Excellente fin de nuit et à très bientôt. Merci. Darty, le contrat de confiance. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton gel douche. Il faut te protéger et t'hydrater. Le gel douche Sanex Dermoprotecteur protège et hydrate. Tu devrais l'essayer. Nouveau gel douche Sanex Dermoprotecteur. On n'a qu'une peau, Sanex la garde saine. Entre l'or et l'or doux, la seule chose qui varie, c'est la torréfaction. Pour l'or doux, c'est une torréfaction lente. Et pour l'or, une torréfaction intense. L'or de Maison du Café, torréfaction lente ou intense, sans doute le meilleur café du monde. Qu'est-ce qui fait chaud? Qu'est-ce que je transpire? Tiens, vite déodorant régulateur efficace jusqu'à 2 jours. Qu'est-ce que c'est? Je t'explique. Quand tu transpires beaucoup, ça donne ça. Maintenant, avec vite 2 jours, tu transpires moins. Sans bloquer le processus naturel. Et tu restes fraîche, même dans le désert. Déodorant régulateur vite. Le résultat est là. Excusez-moi, mais vous qui aimez la bonne cuisine, ça vous gâche pas le plaisir, la petite voix qui vous dit... Te plains pas si un jour ta robe te boudine, ma belle. Si c'est le cas, je vous conseille par exemple l'émincé de bœuf charolais au gratin dauphinois de Weight Watchers. Je me suis régalée. Et alors la petite voix... envolé. Plat équilibré Weight Watchers. Y a plus de mal à se faire du bien. Premier achat remboursé au 36 68 0024. Wizard présente les compositions naturelles. Justement, vous avez un intérieur délicieux. Et ça sent délicieusement bon. C'est vrai que ça sent bon. Wizard réinvente le parfum d'intérieur et ça se sent. Le coiffeur. On est tellement bien. On n'a pas vu le temps passer. On a un cocktail. J'ai oublié la chorale. Une coupelle, des fleurs séchées, des petits objets en terre cuite qui diffusent le parfum naturellement. Wizard, on se sent mieux chez vous qu'ailleurs. Bien sûr, j'allais dire. Chère petite maman, je t'embrasse très fort. Bonne fête des mères. Interflora, la plus sûre façon d'être là. La vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça fait quelque chose. Paris, je t'aime. Le parfum d'Yves Saint-Laurent. Séance du soir, Lucie est mal plus proche. 20h, 22h10, film 20 minutes après. Je suis en panne de voiture. Garage Martin, 30 20 12 12. Demandez Paul, chef mécano. Un restaurant de poisson qui sert après 22h? Les embruns, on doit du four. Il y a du rouge. Dans le menu à 150, ouais. Évidemment. Chez Mercure, ils s'entraînent pour avoir réponse à tout. Ah, ça y est, je sais. Je suis enceinte, j'ai une envie de marron glacé. Qu'est-ce que vous faites? J'appelle chez Durand, les confiseurs, c'est des amis. Qui a dit que c'était facile de donner les clés de la ville? Mercure, Mercure.
Elle est drôle, elle swing et elle revient pour vous convertir. C'est Whoopi dans Sister Act, acte 2, en vidéo. Ne me parlez pas de technologie. Parlez-moi de ce que nous pouvons faire. Parlez-moi de réalisation, de simplicité. L'ennemi, c'est la complexité. Est-ce que chacun peut faire son travail? Est-ce que chacun peut obtenir des réponses à ces questions? Est-ce qu'il est possible de conclure une affaire plus vite, plus facilement que la dernière fois? Si la réponse est oui, alors nous nous développerons. Si la réponse est non, alors nous échouerons. C'est aussi simple que ça. L'important n'est pas ce que l'ordinateur peut faire, mais ce que vous pouvez en faire. Après 4 ans de silence et d'ombre, Jean-Pierre Jeunet sort au grand jour, traînant dans son sillage des créatures qui ne voient jamais la lumière. Après les troglodytes de Délicatessen, Cannes accueillera les enfants perdus d'une cité imaginaire où le soleil ne brille jamais. Je suis venu quand même plusieurs fois à Cannes en touriste. Je dormais à l'autre bout, très très loin, dans les petites chambres, et puis on faisait la queue pendant des heures pour voir des films. Puis maintenant, voilà, on le montre, c'est un peu un symbole quand même.